La porte de la salle de conférence claqua. Veronica Lawson se tenait debout à la tête de la table, son regard perçant, transperçant les cadres réunis comme une lame. Cette analyse financière est nulle, dit-elle d'une voix basse et meurtrière. Nous sommes à 2 semaines de l'introduction en bourse, et vous me dites que les chiffres ne concordent pas. Ethan Kramer, l'analyste financier en chef, se tortilla sur sa chaise. J'aurais besoin de quelques jours, moi aussi. Une voix provenant du fond de la pièce l'interrompit. Vous n'avez pas besoin de plusieurs jours. Le problème vient du fond de roulement. Vous l'avez confondu avec l'amortissement. Toutes les têtes se tournèrent. Daniel Brooke se tenait près de la porte, un balai à la main, un seau d'eau à ses pieds. Veronica plissa les yeux. Vous vous y connaissez en finance. Partez maintenant. La pièce devint silencieuse. Personne ne bougea. Personne ne respira. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Veronica Lawson avait bâti son empire sur 2 principes. Ne faire confiance à personne et ne jamais montrer de faiblesse. À 35 ans, elle était la plus jeune PDG de l'histoire de Lawson Reed, vieille de 70 ans. Le Wall Street Journal l'avait surnommée la lionne du monde des affaires américaines. Forbes l'avait mise en couverture, mais ceux qui travaillaient à ses côtés connaissaient de la vérité. Elle était brillante, certes, impitoyable, absolument. Mais sous ses tailleurs sur mesure et son sang-froid glacial se cachait une femme qui avait été trahie trop souvent. Il y a 5 ans, elle avait confié une acquisition majeure à son partenaire commercial. Il l'avait vendue à un concurrent, détruisant presque l'entreprise. Elle s'était battue pour remonter la pente, mais la blessure ne s'était jamais refermée. Désormais, elle ne faisait confiance qu'à elle-même. Son bureau se trouvait au 42e étage, tout en verre et en acier, surplombant la ville comme une forteresse. Elle arrivait à 6 heures du matin et repartait après minuit. Elle n'avait ni mari, ni enfant, ni amis, seulement son travail, le contrôle, la survie. Daniel Brooks vivait dans un monde complètement différent. 40 étages plus bas, il passait la serpillière sur le sol en marbre qui reflétait des lumières qu'il n'atteindrait jamais. Il avait 39 ans, mais il paraissait plus âgé. Ses mains étaient colleuses, ses épaules définitivement voûtées par des années de travail qui l'obligeaient à disparaître. Personne ne regardait les concierges. C'était le but. Mais Daniel n'avait pas toujours été invisible. Il y a 8 ans, il était une étoile montante chez JP Morgan, l'un des analystes financiers les plus brillants de New York. Ses modèles avaient permis à ses clients d'économiser des millions. Ses analyses avaient influencé des transactions de plusieurs milliards de dollars. Il avait un bureau d'angle, un salaire à 6 chiffres et un avenir qui semblait sans limite. Puis sa femme, Elena, est tombée malade. Un cancer agressif et coûteux. Leur assurance couvrait une partie des frais, mais pas suffisamment. Daniel a épuisé leurs économies, vendu leur appartement et contracté des emprunts qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Ils travaillaient sans relâche pour gagner assez d'argent afin de payer des traitements expérimentaux. Mais le système n'était pas fait pour des gens comme lui. Elena est morte un mardi matin dans une chambre d'hôpital qui sentait l'eau de Javel et les promesses non tenues. Daniel lui a tenu la main jusqu'à ce qu'elle devienne froide. 3 semaines plus tard, il a démissionné. Il ne pouvait pas retourner dans ce monde. Il ne pouvait pas prétendre que les chiffres d'un tableur avaient de l'importance alors que le seul chiffre qui comptait était zéro, zéro battement de cœur, zéro avenir, zéro espoir. Il a déménagé dans une ville plus petite, a trouvé un emploi de concierge de nuit et s'est concentré sur la seule chose qui comptait encore, sa fille. Sophie avait maintenant 7 ans, avec les boucles brunes de sa mère et l'intensité tranquille de son père. Elle était intelligente, curieuse et d'une gentillesse à briser le cœur. Chaque matin, Daniel l'accompagnait à l'école. Chaque après-midi, il venait la chercher. Ils allaient au parc ou à la bibliothèque, ou s'asseyaient simplement sur le canapé pour dessiner ensemble. Sophie adorait dessiner. Elle remplissait des cahiers de croquis au crayon représentant des super-héros, des princesses et des familles qui ressemblaient à la leur. Un jour, elle dessina Daniel avec une cape. « C'est toi, papa, » dit-elle. « Tu es un super-héros secret. » Daniel sourit, mais il avait mal au cœur. Il ne se sentait pas comme un super-héros. Il se sentait comme un homme qui avait échoué dans tout ce qui comptait. Le soir, après que Sophie se soit endormie, il enfilait son uniforme de concierge et se rendait chez Lawson Reed. Il nettoyait les sols, vidait les poubelles et écoutait le bourdonnement d'un bâtiment qui ne se reposait jamais vraiment. Parfois, tard dans la nuit, il passait devant les salles de conférence et voyait les tableaux blancs couverts de projections financières.
Ses doigts tremblaient. Il avait envie de prendre un marqueur pour corriger les erreurs qu'il voyait, afin de prouver qu'il savait encore faire ce qu'il avait autrefois si bien fait. Mais il ne l'a jamais fait. Cette vie était terminée. Il avait fait son choix. Sophie avait collé l'un de ses dessins à l'intérieur de son casier au travail. On y voyait 3 personnes se tenant la main. Un homme grand, une petite fille et une femme souriante. Daniel ne lui avait jamais demandé qui était cette femme. Il avait peur de la réponse. Le monde de Veronica s'écroulait. L'introduction en bourse était censée être son plus grand succès, l'accord qui consoliderait son héritage. Mais le modèle financier était défaillant, et personne dans son équipe ne comprenait pourquoi. Elle avait passé 3 jours à examiner elle-même les chiffres à la recherche de l'erreur. En vain. Debout dans la salle de conférence, elle sentait les murs se refermer sur elle. Et puis ce concierge, ce moins que rien, avait l'audace de prendre la parole. Elle ouvrit la bouche pour laisser éclater toute sa colère. Mais Lucas Reed, son cofondateur et la seule personne dans le bâtiment dont elle respectait parfois l'opinion, leva la main. « Laissez-le parler, » dit Lucas. Veronica serra les mâchoires. « Vous n'êtes pas sérieux. Qu'est-ce que ça peut faire? » Lucas se cala dans son fauteuil, le visage impassible. « S'il a tort, on perd 30 secondes. S'il a raison, on sauve l'accord. » Daniel n'attendit pas la permission. Il se dirigea vers le tableau blanc, prit un marqueur et commença à écrire. Son écriture était soignée, précise. Il dessina rapidement un diagramme avec des colonnes intitulées « Recettes »,« Dépenses »,« Fonds de roulement » et « Amortissement ». Puis il encercla 2 chiffres. Il dit « Vous avez compté 2 fois l'amortissement, une fois comme dépense d'exploitation et une autre fois dans vos ajustements de capital. Cela gonfle vos coûts et affaiblit votre trésorerie. » Ethan fixa le tableau. Son visage pâlit. « Oh mon Dieu! » Veronica s'approcha, les yeux rivés sur le diagramme. Son esprit fit rapidement le calcul. Il avait raison. Complètement, indéniablement raison. L'un des investisseurs seniors, un homme aux cheveux argentés nommé Gregory Hale, s'est penché en avant. « Où avez-vous appris à faire cela? » Daniel a posé le marqueur. À Wharton, la salle a explosé. Les cadres se sont mis à chuchoter entre eux. Ethan avait l'air de vouloir disparaître. Veronica était figée. Ses mains étaient crispées sur ses côtés. Elle venait d'être corrigée publiquement par un concierge. Lucas souriait. Veronica ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans son bureau, les yeux rivés sur le modèle financier corrigé à l'écran. Il était parfait, élégant, le genre de travail que seul quelqu'un ayant des années d'expérience pouvait produire. Elle ouvrit son ordinateur portable et fit une recherche sur Daniel Brooks. Ce qu'elle découvrit lui donna la nausée. Daniel avait été une star. Il avait publié des articles, prononcé des discours, reçu les recommandations de certains des plus grands noms de la finance. Et puis, il y a 8 ans, plus rien. Pas de scandale, pas de casier judiciaire, juste le silence. Elle creusa davantage. Elle trouva une nécrologie pour Eleanor Brooks. Elle trouva un avis de défaut de paiement hypothécaire. Elle trouva un accord de garde montrant que Daniel avait la garde exclusive d'une fille nommée Sophie. Veronica se cala dans son fauteuil. Elle ne savait pas quoi ressentir. Du respect, de la culpabilité, de la colère. Le lendemain soir, elle se retrouva à traîner dans le bâtiment après les heures de travail. Elle se dit que c'était pour revoir des contrats, mais c'était un mensonge. Elle voulait le voir. Elle trouva Daniel au 34e étage, en train d'essuyer les cloisons vitrées avec un soin méticuleux. Il ne la remarqua pas tout de suite. Elle l'observa travailler, surprise par l'efficacité silencieuse de ses mouvements. « Tu n'as rien dit à personne, dit-elle. » Daniel leva les yeux, sans surprise. « Leur dire quoi? Que tu étais quelqu'un d'important. » Il se remit au travail. « Je suis toujours quelqu'un, mais pas celui à qui tu penses. » Veronica s'approcha. « Pourquoi es-tu parti? Cela ne te regarde pas. Tu t'en es mêlé quand tu m'as corrigé devant tout mon conseil d'administration. » Daniel marqua une longue pause. Il ne dit rien. Puis il posa son chiffon et la regarda dans les yeux. « Que ma femme est morte parce que je n'avais pas les moyens de la sauver. J'ai passé des années à courir après l'argent, pensant que c'était important. Mais ce n'était pas le cas. Alors j'ai arrêté. » Veronica sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle se retourna et s'éloigna avant qu'il ne puisse voir son visage. Le lendemain, elle le suivit. Elle n'en avait pas l'intention. Elle se retrouva simplement dans sa voiture, suivant sa vieille berline.
Lorsqu'il quitta le bâtiment à l'aube, il se rendit dans une petite école primaire à la périphérie de la ville. Une petite fille aux boucles brunes sortit en courant du bâtiment et se jeta dans ses bras. Daniel l'attrapa et la fit tournoyer, et pour la première fois depuis que Veronica l'avait rencontrée, il sourit. Elle les regarda marcher main dans la main jusqu'à un parc. Elle regarda Daniel pousser Sophie sur une balançoire, les regarda s'asseoir sur un banc et partager un sandwich. Il n'y avait ni nounou, ni Hyde, juste un père et sa fille. Cette nuit-là, Veronica les revit. Elle s'était garée en face de l'immeuble de Daniel, se sentant comme une harceleuse, mais incapable de partir. À travers une fenêtre du rez-de-chaussée, elle vit Sophie assise à une petite table, en train de dessiner, Daniel assis à côté d'elle, la tête appuyée sur sa main. Épuisée mais présent, Sophie brandit un dessin. « Papa, tu aimes ton travail ?» Daniel hésita. « C'est un travail, ma chérie, mais les gens savent-ils que tu es intelligent ?» Il ne répondit pas. Veronica rentra chez elle et pleura pour la première fois depuis 5 ans. Lucas la trouva dans son bureau le lendemain matin. « Je veux lui offrir un poste, dit-il. » Veronica leva les yeux de son café. « Quel poste? » »« Concierge avec une carte de visite, consultant temporaire, juste pour l'introduction en bourse. » Elle secoua la tête. « Le conseil d'administration ne l'approuvera jamais. Le conseil d'administration approuvera tout ce que nous lui dirons d'approuver. » « Tu le sais bien, » Veronica regarda par la fenêtre. Elle détestait cette idée. Elle détestait que cet homme ait perturbé son monde soigneusement contrôlé, mais elle ne pouvait nier la vérité. Ils avaient besoin de lui. « D'accord, dit-elle, mais je m'en occupe. » Elle trouva Daniel ce soir-là dans le placard de rangement, en train de ranger les produits d'entretien. « Nous voulons t'embaucher, dit-elle sans préambule. Daniel ne leva pas les yeux. « J'ai un travail, un vrai travail. Je restructure les finances de l'introduction en bourse. 3 semaines, 50 000 $. Cela attira son attention. Il se tourna vers elle. Son expression était indéchiffrable. « Pourquoi? Parce que vous êtes la personne la plus qualifiée pour ce poste. Je suis concierge. Vous êtes analyste financière qui fait semblant d'être concierge. Il y a une différence. » Daniel croisa les bras. « Et après 3 semaines, tu reprends ta vie. Nous reprenons la nôtre. » Il l'observa longuement. Puis il acquiesça. « J'aurais besoin d'accéder aux données brutes et d'un bureau calme. » « C'est d'accord. » Alors qu'elle se retournait pour partir, il reprit la parole. « Je ne fais pas ça pour toi. » Veronica s'arrêta. « Alors pourquoi? » « Parce que ma fille m'a demandé si les gens savaient que j'étais intelligent. J'aimerais lui montrer que la réponse est oui. » Daniel travaillait la nuit. Après que Sophie se soit endormie, Veronica lui a donné un petit bureau au 39e étage, loin des cadres qui chuchotaient à propos du consultant concierge. Il s'en moquait. Il avait un tableau blanc, un ordinateur et accès aux registres financiers de l'entreprise. C'était tout ce dont il avait besoin. Le modèle d'introduction en bourse était un désastre. Il n'y avait pas seulement l'erreur sur le fonds de roulement, mais une douzaine de problèmes mineurs qui, cumulés, ont conduit au chaos. Daniel les examina méthodiquement, reconstruisant la structure à partir de zéro. À 2 heures du matin, Veronica le trouva toujours à son bureau, entouré de feuilles de calcul. « Tu devrais rentrer chez toi, » lui dit-elle. « J'y vais bientôt. » Elle remarqua un dessin collé sur son écran, un croquis au crayon représentant un homme à un bureau, avec les mots « Papa le héros » écrits en haut en lettres tremblantes. « Votre fille ?» demanda Veronica. « Sophie, elle pense que je fais quelque chose d'important. » « C'est le cas. » Daniel la regarda avec surprise. C'était la première gentillesse qu'elle lui disait. Veronica se sentit mal à l'aise sous son regard. Elle partit sans un mot. Mais le lendemain matin, elle fit livrer un café à son bureau. Pas de mots, juste du café. 3 jours plus tard, Daniel termina le modèle révisé. Il le présenta à Luca et Veronica lors d'une réunion privée avant de le soumettre à l'ensemble du conseil d'administration. Luca examina les chiffres en silence, son expression devenant de plus en plus impressionnée à chaque page. « C'est un travail exceptionnel, » dit-il finalement. Veronica ne dit rien. Elle l'avait déjà examiné. Elle savait qu'il était parfait. Mais l'admettre revenait à céder du terrain, ce qu'elle ne pouvait se permettre. La réunion du conseil d'administration était prévue pour l'après-midi suivant. Veronica dormit à peine. Le moment venu, Daniel se tenait devant la salle de conférence, le même endroit où elle l'avait humilié 2 semaines plus tôt. Cette fois, il ne tenait pas de balai. Il leur présenta le modèle révisé avec une précision calme, répondant aux questions, clarifiant les hypothèses,
démontrant une maîtrise du sujet qui ne laissait aucune place au doute. Gregory Hale se cala dans son fauteuil. C'est la meilleure analyse que j'ai vue en 20 ans. Un autre membre du conseil d'administration acquiesça. Je m'apprêtais à approuver le modèle révisé, mais Charles Whitmore, un investisseur chevronné connu pour ses opinions traditionnelles, prit de la parole. J'ai une question. La salle devint silencieuse. Monsieur Brooks, dit Whitmore d'un ton sceptique. Vous êtes concierge, Daniel soutint son regard. J'étais concierge. Maintenant, je suis consultant pour 3 semaines, puis je redeviendrai père. Whitmore eut un sourire narquois. Donc, nous confions notre introduction en bourse à un homme qui nettoie des sols. En sommes-nous arrivés là? Veronica sentit une vague de colère monter en elle. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Daniel la devança. « Vous ne me faites pas confiance, dit Daniel d'un ton calme. Vous faites confiance au travail. Si le travail est mauvais, rejetez-le. Mais s'il est bon, peu importe que je nettoie les sols ou que je sois assis dans un bureau d'angle. » Whitmore resta sans réponse. Veronica se leva. « Le travail est bon, dit-elle, sa voix tranchant la tension ambiante. Monsieur Brooks a identifié une erreur que toute notre équipe financière avait manquée. Il a reconstruit un modèle qui sauvera cette introduction en bourse. Et si quelqu'un dans cette pièce a un problème avec cela, qu'il s'adresse à moi. » La pièce était silencieuse. Puis Lucas leva la main. J'ai approuvé le modèle. Les autres membres du conseil d'administration suivirent un par un, même Whitmore, bien que son expression fût aigre. Après la réunion, Veronica trouva Daniel dans le couloir. « Tu n'avais pas à me défendre, dit-il. Je ne te défendais pas, je défendais le travail. Y a-t-il une différence? » Elle ne répondit pas. Mais en s'éloignant, elle réalisa qu'il y en avait une, et cela la terrifia. Ce soir-là, Daniel attendait près des ascenseurs, prêt à partir. Veronica sortit de son bureau, son manteau drapé sur un bras. Ils restèrent debout dans un silence gênant. « Merci, dit-elle finalement. « Pourquoi? » « Pour avoir raison, répondit Daniel avec un sourire. C'est difficile à dire pour toi. Plus difficile que tu ne le penses. Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, Daniel dit doucement. « Je sais ce que tu penses de moi. » Veronica se raidit. « Je ne pense rien de toi. Si tu penses quelque chose, vous pensez que je ne suis qu'un concierge qui se déguise? Vous pensez que cela ne m'appartient plus? » Elle se tourna vers lui. « Et que pensez-vous de moi? »« Je pense que vous êtes terrifié, dit Daniel. Je pense que vous avez construit des murs si hauts que vous ne pouvez plus voir au-delà. Et je pense que vous ne savez pas quoi faire avec quelqu'un qui ne veut rien de vous. » L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée, les portes s'ouvrirent. Veronica sortit sans se retourner, mais ses mains tremblaient. Veronica ne pouvait s'empêcher de penser à lui. C'était exaspérant. Elle avait passé des années à se construire une vie où les émotions n'avaient pas d'importance, où le contrôle était tout. Et maintenant, cet homme calme et brisé, avait ouvert en elle quelque chose qu'elle ne savait pas comment refermer. Elle commença à travailler plus tard, non pas parce qu'elle avait plus à faire, mais parce qu'elle savait que Daniel serait dans le bâtiment. Elle trouvait des excuses pour passer devant son bureau et voir si la lumière était encore allumée. Un soir, elle le trouva endormi à son bureau, la tête posée sur une pile de rapports financiers. Elle resta debout dans l'embrasure de la porte, observant le mouvement de sa poitrine. Pendant un instant, elle a envisagé de le réveiller. Au lieu de cela, elle a posé son manteau sur ses épaules et est partie. Le lendemain matin, le manteau était soigneusement plié sur son bureau, accompagné d'une note. « Merci, Dee. » Elle a conservé la note. Une semaine plus tard, l'introduction en bourse a eu lieu. Ce fut un énorme succès. Le cours de l'action a grimpé en flèche. Le conseil d'administration était ravi. Veronica aurait dû se réjouir. Au lieu de cela, elle se sentait vide, car les 3 semaines de Daniel étaient terminées. Son contrat était arrivé à son terme. Le dernier jour, elle le trouva en train de ranger son petit bureau. « Tu pourrais rester, » lui dit-elle depuis l'embrasure de la porte. Daniel leva les yeux. « En tant que quoi? »« En tant que ce que tu veux. Consultant, conseiller, partenaire. Je ne cherche pas à faire carrière. Alors que cherches-tu? » Il posa la boîte qu'il était en train de remplir. « Je cherche une vie où ma fille n'aura pas à se demander si je suis fier de ce que je fais. » Veronica entra dans la pièce. « Et tu ne peux pas avoir ça ici. Je ne sais pas. » Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement.
Puis Veronica fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle baissa sa garde. Quand j'avais 12 ans, dit-elle doucement, mon père m'a dit que je ne serais jamais assez bonne, que je passerais toute ma vie à essayer de lui prouver qu'il avait tort et que j'échouerais quand même. Daniel attendit. Depuis, j'ai passé chaque jour à essayer de lui prouver qu'il avait tort, et je pensais que cela signifiait être parfaite, être intouchable. Sa voix se brisa. Mais tu as raison. J'ai peur parce que si je ne suis pas parfaite, alors peut-être qu'il avait raison. Daniel traversa la pièce et se plaça devant elle. Ton père avait tort, dit-il. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois juste être authentique. Veronica sentit des larmes couler sur ses joues. Elle détestait ça. Elle détestait cette vulnérabilité, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Je ne sais pas comment être authentique. Elle murmura. Si tu le sais, tu étais authentique quand tu m'as défendu dans cette salle de réunion. Tu étais authentique quand tu as laissé ton manteau sur mes épaules. Il tendit la main et essuya doucement une larme sur son visage. Tu es authentique en ce moment? Elle eut un petit rire brisé. J'ai été horrible avec toi. Oui. Et tu ne me détestes pas? Non. Pourquoi? Daniel sourit tristement et chaleureusement. Parce que je sais ce que c'est que de tout perdre. Et je sais ce que c'est que d'avoir tellement peur de perdre à nouveau que l'on arrête de vivre. Je ne souhaiterais cela à personne. Véronica ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle dit « Viens se dîner demain soir. » Pourquoi? Parce que je veux rencontrer ta fille. Daniel hésita, puis il acquiesça. D'accord. Le lendemain soir, Véronica se tenait devant l'immeuble de Daniel, un sac de place à emporter à la main, remettant en question toutes les décisions qu'il avait menées à ce moment. Elle faillit faire demi-tour, mais la porte s'ouvrit et Sophie apparut, le visage rayonnant d'excitation. « Tu es l'ami de papa? » Véronica s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Je crois que oui. Je m'appelle Véronica. Je m'appelle Sophie. Tu veux voir mes dessins? » Avant que Véronica n'ait le temps de répondre, Sophie lui prit la main et l'entraîna à l'intérieur. L'appartement était petit mais chaleureux. Les murs étaient recouverts des dessins de Sophie. Un canapé usé trônait au milieu du salon. Daniel se tenait dans la cuisine, l'air nerveux. « Sophie, laisse Moselle Lawson respirer. »« Ce n'est pas grave, » dit Véronica. Elle s'assit par terre pendant que Sophie étalait ses dessins. Celui-ci, c'est papa quand il était super-héros. Et celui-ci, c'est moi et papa au parc. Et celui-ci, elle s'interrompit, brandissant un dessin représentant 3 personnes se tenant par la main. Celui-ci, c'est notre famille. Un jour, la gorge de Véronica se serra. C'est magnifique. Ils dînèrent ensemble, assis autour de la petite table. Sophie posa une centaine de questions. Sa curiosité était sans limite. Véronica se surprit à rire vraiment, pour la première fois depuis des années. Après le dîner, Sophie s'endormit sur le canapé, la tête posée sur les genoux de Véronica. Daniel s'assit à côté d'elle, le regard doux. « Elle t'aime bien, » dit-il doucement. « Je l'aime bien. Elle t'a dessiné, tu sais. Sur ce dessin, la femme qui nous tient la main. Elle t'a dessiné avant même de te rencontrer. » Véronica regarda l'enfant endormi, le cœur brisé. Comment le savait-elle? Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas. Ils restèrent assis dans un silence confortable jusqu'à ce que Daniel emmène Sophie au lit. Quand il revint, Véronica se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. « Je ne sais pas comment faire ça, » dit-elle. « Faire quoi? » « Être une personne, être quelqu'un qui a sa place dans une vie comme celle-ci. » Daniel s'approcha d'elle. « Tu n'as pas besoin de savoir. Tu dois juste essayer. » Elle se tourna vers lui. « Et si j'échoue, alors tu échoueras. Mais au moins tu auras essayé. » Véronica tendit la main et prit de la sienne. Elle était rugueuse, cailleuse, réelle. « J'ai passé toute ma vie à penser que je devais être forte toute seule. Mais ici, à tes côtés, je me sens plus forte que jamais. » Daniel lui serra la main. « Tu n'as jamais été faible, Véronica. Tu avais juste peur. J'ai encore peur, moi aussi. » Ils restèrent là 2 personnes brisées qui s'accrochaient l'une à l'autre. Et pour la première fois depuis des années, aucun d'eux ne se sentait seul. Au cours des semaines suivantes, les choses changèrent. Lucas avait approché Daniel avec une offre, un poste permanent de conseiller financier. Mais cette fois, Daniel a surpris tout le monde. Il a refusé le titre. « Je ne veux pas être un employé, a-t-il dit. Je veux créer quelque chose de nouveau. »
Lucas a haussé un sourcil. Comme quoi? Un programme? Une initiative de formation pour les personnes qui ont quitté l'industrie, celles qui ont échoué, qui sont épuisées ou qui ont tout perdu. Des gens comme moi. Donnez-leur une seconde chance. Véronica, qui était restée silencieuse pendant la réunion, s'est penchée en avant. Cela coûterait cher. Cela en vaudrait la peine. Lucas a réfléchi, puis il a souri. Je le financerai à une condition. Laquelle? Que vous le dirigiez. Daniel a hésité. Puis il a acquiescé. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Charles Whitmore a demandé un vote à huis clos parmi les investisseurs seniors. Il voulait bloquer l'initiative afin d'écarter Daniel de toute position d'influence. C'est un concierge. Whitmore a déclaré qu'il n'avait pas sa place dans notre monde. Le vote était prévu pour la semaine suivante. Veronica savait qu'elle devait agir. Elle a convoqué une réunion avec le conseil d'administration, mais cette fois-ci, elle n'a pas amené Daniel. Elle était seule. Je ne suis pas ici pour défendre Daniel Brooks, a-t-elle déclaré. Je suis ici pour défendre cette entreprise. Depuis des années, nous sommes fiers d'être avant-gardistes, innovants et audacieux. Mais lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un qui incarne réellement ces valeurs, nous paniquons. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à notre idée de la réussite. Elle a regardé Whitmore droit dans les yeux. Daniel n'a pas besoin d'un bureau d'angle pour être utile. Il n'a pas besoin d'un titre pour être brillant. Et si nous ne sommes pas capables de le voir, alors nous ne sommes pas l'entreprise que je croyais. La salle était silencieuse. Puis Lucas s'est levé. Je soutiens Mlle Lawson et je soutiens le programme de Daniel Amsage. Les autres membres du conseil se sont levés les uns après les autres. Même Whitmore, bien que son visage fût rouge de colère. Le vote a été adopté, mais Daniel ne s'intéressait pas à la politique. Le lendemain du vote, il a annoncé qu'il refusait le titre officiel de directeur. Je n'ai pas besoin d'un poste, a-t-il dit à Veronica. Je dois changer le système et je ne peux pas le faire de l'intérieur. Veronica l'a regardé fixement. Vous refusez tout ce que nous vous offrons. J'accepte tout ce qui compte. 6 mois plus tard, Daniel se tenait devant une classe de 20 personnes. Certaines étaient d'anciens cadres. D'autres avaient changé de carrière. D'autres encore avaient tout perdu et tentaient de se reconstruire. Il appela le programme Second Foundations. Seconde Fondation. Ce n'était pas très spectaculaire. Il n'y avait pas de sponsor, pas de communiqué de presse, juste des gens qui apprenaient, grandissaient, essayaient à nouveau. Veronica venait souvent. Au début, elle se disait que c'était pour superviser l'investissement. Mais en réalité, elle voulait le voir, elle voulait être proche du monde qu'il était en train de construire. Sophie venait parfois au cours, s'asseyait au fond et dessinait pendant que son père enseignait. Un après-midi, Veronica s'assit à côté d'elle. « Que dessines-tu aujourd'hui? » Sophie lui montra le dessin d'une femme en tailleur tenant la main d'une petite fille. « C'est toi, dit Sophie. Tu fais partie de notre famille maintenant. » Les yeux de Veronica se rempliront de larmes. « Ça te va? » Sophie acquiesça solennellement. « Papa est plus heureux quand tu es là. Alors, je suis plus heureuse aussi. » Veronica serra la petite fille dans ses bras, comme si elle pouvait disparaître. Daniel les observait depuis le fond de la salle, le cœur rempli de joie. Ce soir-là, Veronica et Daniel s'assirent sur les marches du bâtiment où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. La ville bourdonnait autour d'eux, mais ils restaient immobiles. « Tu ne le regrettes pas? » demanda Veronica. « D'avoir abandonné ta carrière. » Daniel réfléchit. « Je regrette de ne pas avoir pu sauver Elena. Je regrette que Sophie ait grandi sans sa mère. Mais je ne regrette pas la vie que je me suis construite depuis, car elle est réelle et elle m'appartient. » Veronica posa sa tête sur son épaule. « Avant, je pensais que le contrôle était synonyme de force, mais tu m'as appris quelque chose. Quoi donc? Que lâcher prise est une forme de force. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis Veronica reprit la parole. « Je veux faire quelque chose pour Elena. » Daniel la regarda. « Que veux-tu dire? Créer une bourse d'études à son nom pour les familles qui n'ont pas les moyens de payer des soins médicaux, une éducation ou une seconde chance. » La voix de Daniel était émue. « Fais-le, nous le ferons ensemble. » Il prit sa main et la serra fort. « Elle t'aurait aimé. J'aurais aimé la connaître. Tu la connais. Elle est en Sophie. Elle est dans ma façon d'essayer de vivre. Elle est partout. » Veronica embrassa doucement sa joue. « Alors je vais l'honorer en étant la meilleure version de moi-même. Pour toi, pour Sophie, pour elle. »
Un an plus tard, ils se tenaient ensemble sur une scène devant 200 personnes. La Fondation Hope Brooks était officiellement lancée. Elle disposait de fonds, de soutien et d'une mission, donner une seconde chance aux personnes que le système avait abandonnées. Veronica s'est approchée du micro. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Il y a un an, je pensais tout savoir. Je pensais que le succès signifiait contrôle, perfection, victoire. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que le succès est autre chose. C'est être présent. C'est être authentique. C'est choisir l'amour plutôt que la peur. Elle regarda Daniel, debout au premier rang avec Sophie sur les épaules. Merci à l'homme que j'ai autrefois rejeté, l'homme qui m'a appris l'humilité. L'homme qui m'a montré qu'être fort ne signifie pas être seul. La foule applaudit. Daniel monta sur scène. Sophie, toujours dans ses bras, il la posa doucement par terre et prit le micro. J'ai passé des années à penser que j'avais échoué, que j'avais raté ma chance. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose. La vie ne se résume pas aux chances que nous ratons. Elle se résume aux chances que nous créons. Il se tourna vers Veronica. Il y a un an, je nettoyais les sols dans cet immeuble. Je pensais être invisible, mais quelqu'un m'a vu. Quelqu'un a cru en moi et cela a tout changé. Il lui tendit la main. J'apprends encore à recommencer à zéro, mais j'aimerais continuer à apprendre avec toi, si tu veux bien de moi. Les yeux de Veronica étaient humides. J'ai moi aussi appris à être vulnérable, à faire confiance, à aimer. Elle sourit. Et si tu continues à m'enseigner, je continuerai à t'écouter. Daniel la serra contre lui. Alors continuons à apprendre ensemble. Ils s'embrassèrent et la foule éclata en applaudissements. Sophie sautait de joie en criant « Papa a une petite amie! Papa a une petite amie! » Véronica rit, d'un rire clair et libre. Elle s'agenouilla et serra Sophie dans ses bras. « Qu'est-ce que ça te fait, Sophie? » Sophie sourit. « J'ai l'impression qu'on est enfin une vraie famille. » Daniel se joignit à elle et les serra toutes les deux dans ses bras. Et pour la première fois en 8 ans, il se sentit